Bonjour Madame Hélène Mortafi, on a le plaisir de vous accueillir sur Parole d'honneur. Avant de commencer l'interview, je dois vous présenter. Vous êtes une grande militante américaine, de naissance américaine et juive. Vous êtes partie, vous avez vécu d'abord en France, puis vous avez rejoint l'Algérie et participé à la lutte de libération nationale, notamment en tant que traductrice, mais aussi en tant que diplomate, attachée de liaison, voilà. Diplomate, c'est un gros mot. Voilà. Et vous avez vécu après les années post-révolution, les années révolutionnaires, où, on va dire, tous les grands de ce monde qui ont participé à des luttes de libération nationale sont passés par l'Algérie, qui était devenue la Mecque des révolutionnaires, la capitale de la révolution. Voilà, ma première question que je vais vous poser, c'est que vous avez grandi dans les années 30. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager contre le racisme et puis à soutenir la cause algérienne? Oh. Contre le racisme, moi j'étais en tant qu'issue d'une famille juive objet de l'antisémitisme, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'antisémitisme aujourd'hui. C'était anti-juif de façon générale. Et donc je savais ce que c'est que le racisme. J'ai toujours été, même au lycée, intéressée par les causes de justice, de démocratie. Ça me semblait les issues. Et plus je vieillissais, plus j'avançais dans la vie, plus j'estimais que tout le monde avait le droit d'être libre, de parler, de croire en des causes justes et d'être solidaire et militer. Okay. Et du coup, comment vous êtes arrivé à Paris et comment vous avez rencontré les Algériens et puis la cause algérienne? Quand je suis arrivée, en fait, je ne connaissais pas la France. Tout ce que je connaissais, c'était... J'avais des idées d'écrivains ou surtout de peintres. Les impressionnistes, etc. C'était ce que j'avais dans la tête. C'était une fois à Paris que j'ai commencé à voir qu'il y avait autre chose. Que la politique de la France ne s'arrêtait pas à la guerre, à l'amour. Et que en 1952, je pense, j'ai assisté au défilé du 1er mai. Et ça a duré toute la journée, c'était magnifique, il y avait des organisations de partout qui se défilaient, il y avait beaucoup d'applaudissements, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et puis, quand la manifestation prenait fin, là, j'ai vu arriver des milliers d'hommes, à 10, 12, à la filée, avec les bras tendus et sans la moindre description, le moindre drapeau, bannière disant qui ils étaient. C'était des jeunes gens qui couraient pour rattraper le défilé. Et j'ai appris le lendemain que c'était des ouvriers algériens. Et ça m'a beaucoup impressionné, parce que c'était des gens qui avaient été empêchés, des ouvriers qui étaient empêchés de défiler le 1er mai dans le défilé des ouvriers. Et du coup, c'est qui avait empêché les Algériens de défiler? C'était empêché par les flics, par la loi et par les flics, par les organisations qui ont organisé cette manifestation, la CGT. La CGT et le Parti communiste français là-dedans aussi? Et le Parti communiste, ils ont dû être complices. Ok. Et du coup, après, vous avez rencontré Frantz Fanon, c'est ça, à une conférence?
Ouais, j'ai été engagée pour organiser cette conférence internationale de la jeunesse et qui a été invitée au Ghana. Et Nkrumah était venu d'être président du Ghana qui était indépendant. C'était le premier pays décolonisé, si on veut. Et il les avait invités à faire une conférence internationale chez lui. Et j'ai été engagée pour organiser cette conférence. Alors j'ai organisé cette conférence à l'université d'Accra. Et à l'époque, Frantz Fanon était l'ambassadeur du GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il était engagé, il était ambassadeur à l'Afrique, avec bureau justement chez Nkrumah. Alors, donc, il est venu à cette conférence, il a rencontré Sanoun, et moi, Sanoun était le délégué de l'UGMA. Et moi, l'organisateur de la conférence, et on est devenus 3 camarades. Vraiment camarades tous les 3. On a devenu une espèce d'organisation de militants pro-indépendance de l'Algérie et toute l'Afrique. Et après ça, du coup, vous êtes parti à New York. Après ça, vous êtes parti à New York. Ah oui, je suis partie à New York. J'ai vu le bureau FLN de New York. Chandlerly m'a demandé de rester travailler dans ce bureau. Donc, je suis restée. C'était un bureau qui était tout petit. À l'époque, on était 3 ou 4 personnes. Et c'était dirigé par un homme qui s'appelait Abdelkader Chandlerly, qui avait été avant la guerre, il avait été chef à l'UNESCO de la presse et information. C'était un homme très compétent et très, très agréable. Et pendant ces années-là, c'était quoi votre mission pour l'Algérie? C'était quoi votre mission à New York? La première mission, la plus importante, était de faire passer par l'ONU une résolution sur l'indépendance de l'Algérie. Il a fallu 7 ans de guerre pour qu'il passe cette résolution. En 1961, finalement, ils ont passé cette résolution. C'était difficile. Hein? La France et les États-Unis dominaient et s'assuraient qu'un certain nombre de pays indépendants qui auraient dû nous appuyer vraiment étaient empêchés. Après, quand même, j'ai cru comprendre que sur la fin de la guerre, les États-Unis avaient lié des contacts avec le FLN. Oh, très secrètement. Le rôle des États-Unis était principalement d'appuyer la France. Ils ont fourni les avions qui ont pillonné l'Algérie. Ils ont fourni des armes. Ils ont appuyé à l'ONU la position française. Discrètement, derrière, en arrière, ils ont pris quelques petits contacts. Okay. Et du coup, est-ce que, à l'inverse, l'Union soviétique soutenait la révolution algérienne? Oh, l'Union soviétique, à l'époque, soutenait l'Algérie. Tous les pays de l'Est soutenaient l'Algérie, fournissaient des armes, fournissaient les moyens de traverser la Méditerranée pour livrer ses armes, etc., les appuyer par les votes à l'ONU, des choses comme ça, dans des conférences internationales, etc. Il y avait des représentants en général du FLN ou du GPRA dans les capitales des pays de l'Est. C'était quoi l'ambiance de ces années révolutionnaires? L'ambiance, c'était quoi comment vivaient les gens cette révolution à travers le monde? C'était quoi le soutien? Est-ce que c'est comparable aujourd'hui
à ce qu'on peut voir le soutien pour la Palestine ou pas? Oh, dans certains pays, dans le monde en général, dans le monde occidental, c'était difficile. Mais dans le monde, dans les pays de l'Est, dans les pays africains, dans les nouveaux pays, les pays nouvellement libérés, indépendants, oui, il y avait l'Algérie était la cause du moment. Hein? Oui. Et du coup, après la libération de l'Algérie, il y a eu ces années où on a dit que Alger c'était la Mecque des révolutionnaires. Oui, c'est Amilcar Cabral qui a inventé cette phrase. C'était juste, presque tous les pays en lutte pour l'indépendance avaient des bureaux à Alger. Le FLN maintenait une politique d'ouverture vers l'indépendance des pays colonisés, etc. Mais il y avait plus que ça. Il y avait même des bureaux des organisations antifranquistes, antidictatoriales au Portugal. Ils avaient tous des bureaux à Alger soutenus par le FLN et en partie financés par le FLN. Vous êtes installé en Algérie. À ce moment-là, vous avez travaillé pour l'État algérien. Moi, depuis 1962, je travaillais dans les différents ministères. Au début, j'ai travaillé, mon premier boulot en Algérie était au bureau de tourisme. C'était drôle parce qu'il n'y avait pas de touristes. Mais ensuite, j'ai travaillé à la présidence, au bureau de presse de la présidence. Il n'y avait presque personne qui parlait anglais. Oui, et du coup, ça vous a mis en lien avec beaucoup de personnes importantes. Oui, j'ai rencontré beaucoup de notables à ce moment-là. Mais aussi les Black Panthers. C'est beaucoup plus tard, les Black Panthers. Plus tard. Ah oui, c'est 69. C'est 69 qu'Aldrich Cleaver est arrivé. C'était juste avant le Festival panafricain de la culture. Et du coup, l'Algérie a gardé les Black Panthers, leur fournissait une aide. Oui, ils les ont soutenus, ils ont donné un local, et comme toutes les organisations qui cherchaient des mouvements de libération, ils avaient un petit peu d'argent tous les mois. Ils avaient des facilités de papier pour pouvoir voyager, des papiers algériens, des documents algériens pour voyager, parce que souvent les gens arrivaient à... Leur départ, en fait, correspondait à la politique américaine. C'est-à-dire que l'organisation aux États-Unis perdait en vitesse, ils étaient très attaqués par le FBI. Et il y avait des arrestations sans arrêt, il y avait quelques meurtres, etc. Et c'était devenu très, très difficile. Aussi, il y avait une division dans l'organisation des Panthers à l'époque. Et ça les a affaiblis énormément. Finalement, c'est une organisation qui perdait de vitesse. L'effet a été ressenti dans le groupe en Algérie, hein, c'est sûr. Oui. Et même si je dis, vous avez aussi rencontré Yasser Arafat à l'époque. Qui? Yasser Arafat. Je n'ai jamais connu personnellement. J'ai su qu'il était là, j'ai su qu'il rencontrait les Panthers, mais je n'ai pas connu personnellement. J'ai suivi ses activités, suivi des activités pour la Palestine. Je dois dire qu'une chose très importante à retenir, c'est que le peuple algérien se sentait, je pense, plus près des Palestiniens que de tout autre mouvement.
Ils sentaient que leur lutte est leur sienne, et celle des Algériens. C'était la même chose au fond. Aujourd'hui, là, on voit aussi comment cette lutte pour la Palestine, elle est criminalisée. Tout à l'heure, vous avez dit que l'antisémitisme que vous avez connu à votre époque, c'était pas le même aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez préciser? Aujourd'hui, on appelle antisémitisme le fait de critiquer Israël. C'est ridicule. L'antisémitisme est tout autre chose. Et on ne peut pas me dire à moi ce que c'est, parce que j'en ai souffert suffisamment quand j'étais jeune. Alors, aujourd'hui, toute personne qui est pour la Palestine est critiquée pour être antisémite. C'est ridicule. Oui. D'ailleurs, je crois que vous avez rencontré les étudiants de Columbia. Hein? Les étudiants de Columbia. Oh, Columbia. Oh, Columbia. à Columbia. Moi, j'habite tout près de Columbia. Alors, j'y allais tous les jours. J'étais là à des manifestations presque tous les jours. Et on a vu l'Africain s'approcher de plus en plus. Et bon, finalement, ils sont entrés à empêcher les campements d'étudiants et d'arrêter, faire des arrestations. Et ça a été violent. On voit céder sur les principes toutes ces grandes universités américaines. C'est vraiment très triste à voir qu'ils perdent tous leurs principes. Est-ce que vous avez été aussi viré de votre université? C'était une université dans le sud des États-Unis et j'ai fréquenté, c'était à l'époque de la ségrégation. Et on était quelques-unes, c'était une université pour jeunes femmes, et on était quelques-unes à manifester notre objection à cette politique. Et j'étais expulsée. Oui, ce qu'on faisait n'était pas si scandaleux. On s'assoyait en fond de l'autobus avec les Noirs. On a demandé aux dames de s'asseoir à côté de nous. On faisait des choses qui étaient assez innocentes. Et ça suffisait pour que je sois expulsée de nous. Et aujourd'hui, avec la criminalisation du mouvement palestinien, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à une sorte de retour en arrière, on revient vers le racisme? Oui, c'est sûr, c'est une politique raciste, c'est une politique fasciste, c'est une politique de génocide. C'est une politique faite pour enrichir certains hommes, surtout blancs. Et c'est une politique dont on ne sait pas les conséquences. Hein? Et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. On n'attend pas. En même temps, il y a le climat qui nous tue. Et ils n'y croient pas. Et comme cette année, c'est les 100 ans de Fanon, c'est les 100 ans de Frantz Fanon. Oui. C'est déjà ses 100 ans. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait pensé de la situation actuelle vis-à-vis de la Palestine et qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Fanon? Je pense qu'il aurait tenté d'être plus proche des Palestiniens. Je pense. Oui. En tout cas, il aurait fait ce qu'il aurait pu. Il était, pour que les gens se mettent debout et crient, qu'ils luttent. Et il aurait été à leur côté
Je suis sûre. C'est difficile de répondre à cette question. J'ai une dernière question à vous poser. C'est à propos du Festival panafricain. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y avait dans les rues d'Alger des milliers de femmes, d'enfants, de jeunes. Il y avait des délégations de tous les pays indépendants de l'Afrique. C'était extraordinaire. Jusqu'à 3-4 heures du matin, les femmes voilées avec enfants restaient dans la rue, regardaient les manifestants, regardaient les chanteurs, les danseurs, etc. C'était extraordinaire. Je pense que l'Afrique n'avait jamais vu une chose pareille. Et depuis les tentatives de reconstituer ce genre de manifestation ne ressemble pas à ce que c'était. C'était des milliers. Je ne sais pas comment on fait pour organiser ça, mais on l'a fait. Et moi, j'ai travaillé au ministère de l'Information chez Mohamed Ben Yahya, qui était un dirigeant extraordinaire. Et nous avons vraiment été au centre de l'organisation de la manifestation.